National. Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir, Madame. C'est le tout premier depuis votre prise de pouvoir et les Burkinabés attendent, en tout cas pour beaucoup, de comprendre votre vision, votre politique et certains des chantiers sur lesquels vous travaillez. Ce soir, on va parler sécurité politique, élections, situation humanitaire, bonne gouvernance, relations internationales, bref. Et dans cet exercice, je suis accompagnée de Soumaïla Rabo de Savane Média. Bonsoir Ruth Bini Ouattara. Bonsoir Monsieur le Président. Bonsoir Monsieur. Alors Excellence, la bienséance africaine nous recommande de toujours nous enquérir de l'état de santé de notre interlocuteur avant de rentrer dans le vif du sujet. Comment se porte le président Ibrahim Traoré, et ce d'autant plus que certaines rumeurs ont fait état d'inquiétude par rapport à votre santé? Je me porte très bien, parce que les rumeurs c'est naturel, je dirais, surtout dans un contexte pareil. Ça arrive que des gens puissent véhiculer des rumeurs, et vu la situation aussi du pays, physiquement on va très bien, même si c'est normal qu'on puisse dire aussi qu'on ne va pas bien, vu la situation globale. Alors, Monsieur le Président, il y a de cela 4 mois, vous preniez le pouvoir en tant qu'acteur du MPSR 1, mais dans une perspective de rectification. 120 jours après votre arrivée au pouvoir, avez-vous toujours le même sentiment de relever le défi de départ? On est plus que motivé, on est plus que convaincu, et on est encore plus encouragé. Donc, il y a encore plus de tonus à aller de l'avant. Et la motivation est encore plus boostée, je peux dire. Monsieur le Président, est-ce que cette motivation est en phase avec les réalités du terrain? Bien sûr, c'est en phase avec les réalités du terrain. Vous le constaterez, déjà, certes, vous allez nous le reprocher qu'on ne communique pas trop, mais il y a plusieurs phases dans la lutte, et au fur et à mesure, on pourra donc vous détailler. Et sur le terrain, ça va, ça avance très bien, malgré certaines velléités. Donc c'est ce qui nous motive, que ce soit sur le terrain du combat ou la population, ça va, ça nous motive. Alors, Monsieur le Président, vous faites bien de mettre le pied dans l'étrier. Le volet sécurité, c'est l'un des plus importants dans votre vision pour le Burkina. Mais dans l'une de vos allocutions, vous avez reconnu que les attaques se sont multipliées avec des populations civiles prises de plus en plus possibles, en plus des symboles de l'État. Et qu'est-ce qu'on peut apporter comme lecture par rapport à cette situation? Bien sûr, je l'ai dit que les attaques se sont multipliées. Et il s'agissait de bien comprendre de quoi on voulait parler. Parce que l'offensive qui a commencé depuis le mois de novembre contre ces groupes armés terroristes les ont amenés donc à changer un peu de cible. C'est malheureux qu'actuellement, je dirais qu'ils sont aux abois, et ça fait qu'ils s'attaquent de plus en plus à des civils désarmés, parce que ce sont les derniers moments de débat en fait. Mais bon, c'est aussi une manière d'interpeller la population, de bander le moral, parce que ça sera dur, mais ça ne sera pas pour longtemps. Dans le même temps, on nous annonce également des actions de reconquête, comme ce fut le cas pour Solenzo. Déjà, qu'est-ce qu'il faut comprendre par reconquête quand on sait que certaines zones ont été fragilisées par l'absence de l'État et un sous-développement très avancé? D'accord, la reconquête, comme je le dis, il y a plusieurs phases. Actuellement, je peux dire que dans notre stratégie globale, le combat en tant que tel au sol n'a pas encore commencé. Nous avons une première phase d'établir une base de données en matière de renseignement, qui est très important pour nous, parce que la guerre, une bonne partie de la guerre, c'est le renseignement. Secondo, il y a des renseignements qu'il faut exploiter en même temps. Donc, ce qui nous amène à mener des opérations aéroterrestres de temps en temps pour s'attaquer à certaines bases et tout. Il y a aussi des localités symboliques qui avaient été sous emprise terroriste pendant quelque temps. Donc, ces localités ont été reconquises. Mais je le disais lors de mon passage à Solenzo, le plus important, c'est la consolidation. Donc, c'est cette phase qui est en cours, c'est-à-dire le retour de l'administration, puisque la population y est. Le retour de l'administration, et maintenant trouver à faire des activités donc à ces populations et organiser le terrain de sorte que l'ennemi ne puisse plus revenir
reprendre position sur cette partie. Justement, à propos de reconquête, pour que l'ennemi ne revienne pas à Falaguntu, c'est une autre réalité, parce qu'après avoir repris nos positions sur place, les terroristes sont revenus et ont endeuillé tout le peuple. Oui, revenir, c'est une chose, revenir et rester, c'est une autre chose. Ce sont des batailles. Les batailles, on peut les gagner ou les perdre. Et ce n'est pas parce que si on a perdu des hommes que forcément l'ennemi n'a pas une défaite. Si l'ennemi avait pris le contrôle, il serait resté, comme ce qu'il fait ailleurs. Donc, ce n'est pas parce qu'on a implanté des gens. Falaguntu est en cause de consolidation, je peux dire. Voilà. Donc, l'ennemi a dû voir un certain nombre d'aménagements qu'il essaie de freiner l'avancée des travaux, mais ça ne nous freine pas. Donc, c'est des combats qui vont avoir lieu, c'est permanent, ça sera toujours comme ça. Mais nous avons à asseoir un certain minimum de fortification, d'organisation de terrain, avant de lancer la machine maintenant pour le poursuivre. Et Falaguntu est dans une zone un peu stratégique, qui rend un peu difficile donc la poursuite. Vous voulez parler de la proximité avec le Niger, oui, avec d'autres frontières? Il y a la proximité avec les 3 frontières, qui sont des zones qui forcément on ne peut pas s'engager dans une poursuite, traverser les frontières sans au préalable pouvoir aviser le partenaire, ce qui peut prendre du temps. C'est un combat qui se déroule très vite. Donc en poursuivant des traces, les minutes qui suivent, si vous n'avez pas à agir, il n'est pas évident que vous puissiez, après donc des autorisations, pouvoir retrouver les traces de l'ennemi. Mais je pense que ce sont des choses en cours, et des protocoles avec l'armée nigérienne qui doivent nous permettre de pouvoir poursuivre jusque sur le territoire et vice-versa. Alors, Excellence, il a parfois été fait cas de négociation comme alternative en matière de solution. Est-ce que sous votre magistère, c'est une option? La négociation, je ne sais pas ce que vous appelez négociation, mais ce qui se passe au Burkina est que, je le disais, nous n'avons pas décidé d'attaquer quelqu'un. On nous attaque, et comme vous le constatez aujourd'hui, on attaque des civils désarmés qui sont assis tranquillement chez eux ou qui voyagent ou autres. On les arrête, on les assassine. Et comment on peut négocier avec des gens qui font ça? Il n'y a pas de négociation. Le Burkina est un pays souverain, c'est un pays laïque, et ces valeurs-là ne se négocient pas. Voilà. Nous ne sommes pas là pour vendre certaines valeurs contre quoi que ce soit. Ceux qui font ces exactions doivent comprendre que nous n'allons jamais négocier cela. En même temps que vous durcissez le ton, vous tendez également la main à ces terroristes, à ceux qu'on peut appeler peut-être les repentis, qui voudraient bien déposer les armes. Il faut faire la différence entre tendre la main et négocier. Je le dis, je le répète, la vocation n'est pas de tuer. Aujourd'hui, nous souhaitons que ceux qui sont engagés avec ces groupes-là, qui ne sont pas vraiment convaincus, parce qu'ils ne défendent rien, il n'y a aucun idéal qui est défendu. Dire à des gens de venir ôter la vie à des créatures que Dieu a fait, eux-mêmes qui prétendent connaître Dieu, je ne pense pas que ça, c'est écrit quelque part. Donc qu'ils comprennent que ce n'est aucunement un message venu de nulle part, c'est juste des intérêts de certaines personnes obscures qu'ils servent. Et ces individus, s'ils comprennent le message, qu'ils puissent quitter ces rangs, nous sommes prêts à les accueillir, à les remettre dans la société pour qu'ils puissent travailler au profit de toute la société. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Donc ceux qui veulent déposer les armes, nous sommes ouverts et nous allons trouver le canal nécessaire pour qu'ils puissent appeler ou se rendre et puis le faire. Monsieur le Président, on va aussi parler de moyens de défense. On sait que depuis votre arrivée, le gouvernement a fait des acquisitions d'équipements militaires et des accompagnements en matière de formation. On assiste aussi à une réarticulation de notre dispositif sécuritaire. Est-ce que vous pouvez nous faire un peu le point de tout ceci? L'acquisition des moyens, certes, je l'ai dit et j'ai même remercié certains États partenaires voisins qui nous ont permis d'acquérir certains moyens aussi rapidement, que ce soit aérien ou des moyens de combat terrestre. Mais c'est toujours en cours, donc on ne peut pas vous citer exhaustivement tout ce qu'on est en train d'acquérir. Mais oui, il y a beaucoup de moyens qu'on est en train d'acquérir parce qu'il y a lieu de s'équiper. Et comme vous l'avez dit, on s'est réarticulé en 6 régions et 6 groupements parce que les rôles doivent être différents. Voilà, il y a le recrutement, il y a la formation et il y a aussi le combat parce que là nous sommes en guerre.
Donc, il y en a qui auront la tâche de faire la guerre et d'autres auront la tâche de recruter, de former et de mettre à disposition. Donc, il faut équiper rapidement tous ces groupements pour que chacun soit autonome en matière de renseignement, en matière d'appui aérien, en matière d'appui terrestre et tout. Donc, on est en plein équipement, oui. Est-ce que, quelque part, quand on écoute votre discours de Solenzo, vous n'avez pas, dans le déploiement de la nouvelle stratégie, recruté par exemple les VDP avant de chercher la dotation, les équipements, les moyens qu'il faut pour les opérationnaliser? C'est l'impression que le citoyen a. Bien sûr, nous ne pouvons pas dire que quelqu'un ne peut pas avoir une impression. Les VDP, c'est une stratégie que nous avons expérimentée parce que la nouvelle donne est que nous ne le sommes plus seuls. Nous les mixons, ils sont avec les FDS. Et donc, le volume qui a été recruté et tout, ça a été bien pensé. Et il a fallu en même temps lancer le processus pour les équiper. Et déjà, si vous le remarquez, j'ai pu dire que beaucoup de communes qui étaient déjà sur place ont été dotées. Même si ce n'est pas à 100%, il y a un bon pourcentage qui a été doté. Et les VDP nationaux, qui sont en phase de formation par vague, donc la première vague qui est sortie a été entièrement équipée. Donc on ne peut pas dire qu'on n'avait pas prévu. On fait l'effort de rattraper, en tout cas ils finissent et ils sont équipés. Donc c'est ce que nous essayons de faire. Et au fur et à mesure que les différentes vagues seront formées, ils seront équipés. Bien qu'ils ne sont pas encore engagés, c'est là que j'ai dit que la guerre n'a pas encore commencé. Vous avez demandé 50 000, il y a eu 90 000 volontaires qui étaient prêts à défendre leur patrie. Finalement, qu'est-ce que vous avez décidé? De prendre les 90 000 ou de vous en tenir aux 50 000 demandés? Non, tous ceux qui sont volontaires, nous les prendrons. Nous avons juste vérifié et nous allons trouver des rôles pour certains peut-être qui ont des petits soucis de santé, qui ne pourront pas peut-être manœuvrer sur le terrain, ou d'autres par l'âge. Parce qu'il y a plein de gens qui se sont enrôlés. Il y a des commerçants, il y a des travailleurs qui ont laissé carrément leur boulot pour venir défendre la patrie. Il y a des étudiants qui ont laissé les études pour venir défendre la patrie. Il y a des vieilles personnes, très âgées, qui sont arrivées. Donc, ils ne peuvent pas donner le même... Les vieilles personnes, ceux qui sont un peu malades, ne peuvent pas donner le même rythme que les jeunes. Mais la plupart sont des jeunes et nous allons les prendre tous, les équiper et les permettre de défendre leur patrie. Parce que c'est le patriotisme qui les a animés. Il n'y a pas de raison donc de refouler quelqu'un dans ce sens. Et comme je dis, s'il faut encore plus de VDP, nous irons vers ça. Monsieur le Président, on ne peut pas parler de sécurité sans évoquer la question des droits de l'homme. L'armée qui a souvent été accusée de commettre des exactions et même de prendre certaines ethnies possibles. Qu'est-ce que vous avez à faire comme commentaire par rapport à ça? D'accord, merci. Cette question des droits de l'homme, c'est important. D'abord, il faut dire que les droits de l'homme sont venus avec la question des VDP. C'est ce qui inquiète plus les gens. Il faut dire que la question des VDP, ce n'est pas d'abord nous qui l'avons initiée. Nous avons salué déjà l'initiative d'avoir créé des VDP, mais nous souhaitons améliorer la version des VDP. C'est ce que je disais. Nous ne souhaitons pas les organiser en groupe indépendant qui agissent seuls. C'est dans ce cadre qu'il peut y avoir des exactions. Parce qu'ils partent, ils ne peuvent pas faire forcément la différenciation entre un suspect et voilà, qui n'est pas suspect. Mais nous avons décidé de les encadrer. Aujourd'hui, les VDP qui manœuvrent, même les VDP nationaux que j'ai dit qu'on est en train de déployer, il y a toujours des militaires dedans. Donc ils sont constitués en équipe et commandés par des militaires jusqu'au plus bas échelon. Donc ils ne peuvent plus aller seuls aller agir. Donc ça, c'est un volet très important. Et au cours de leur formation, la structure des droits humains qui est ici a une plage horaire où ils partent les former en droits humains. Donc on a intégré ça et à tous les niveaux, ça se fait. Et les exactions, comme on aime le dire, il faut faire la différence parce que souvent aussi il y a beaucoup de choses et peut-être que c'est le lieu pour moi de sensibiliser un peu les gens sur certains comportements lorsqu'ils voient donc les FDS manœuvrer. Donc il y a des comportements à éviter lorsque les gens sont en patrouille ou engagés dans des escortes, qu'il faut filmer les escortes, essayer en tout cas de prendre quoi que ce soit comme renseignement.
D'autres le font parce que par ignorance, mais pour le combattant, c'est du renseignement qu'ils cherchent pour l'ennemi. Notamment les passages des convois. Bien sûr. Et il y a des zones aussi non habitées où les gens, on va peut-être les interpeller. Il y a des zones vraiment carrément dégagées. Et les gens qui se trouvent à faufiler entre les buissons, c'est assez compliqué pour ceux qui font la reconnaissance, de faire la distinction souvent. Ces situations peuvent arriver, mais c'est des cas très rares. Mais parler d'exaction en tant que telle, je ne pense pas qu'actuellement, ils savent ce qu'ils font, ils sont bien encadrés. De temps en temps, Monsieur le Président, votre gouvernement doit répondre à des correspondances de partenaires qui s'inquiètent de la situation justement des droits de l'homme au regard de l'orientation de la lutte sur le terrain. Comment vous répondez? Bien sûr, nous répondons. Nous avons des conventions qu'on a signées, nous respectons ces conventions et nous avons l'encadrement nécessaire. Et en permanence d'ailleurs, que ce soit les FDS ou les VDP, les droits de l'homme viennent continuer la formation. Et s'il y a des cas d'exaction avérés, c'est déjà arrivé dernièrement, on arrête les suspects, on mène l'enquête, on confirme et puis on met la sanction qu'il faut. Ce n'est pas des cas qui ne sont pas arrivés. Dernièrement, c'est arrivé. Ceux qui ont été fautifs ont été arrêtés, les enquêtes se sont poursuivies jusqu'à ce que voilà, le droit va se prononcer. Sur le cas de Nouna, par exemple, où il se dit que même avant les résultats de l'enquête, que les VDP s'en sont pris à des citoyens burkinabés issus de la communauté Peul, pas moins de 28 ont été criblés de balles. Est-ce que vous avez pris le dossier en main? Comme vous l'avez remarqué, le procureur donc, en son temps a fait un communiqué. Dans le communiqué que les enquêtes sont en cours. Donc des enquêtes ont été diligentées pour qu'on puisse... c'est de la balistique qu'il faut faire. Parce que quand on dit des VDP, c'est trop facile que des hommes armés tuent des gens et on dit automatiquement des VDP. Qu'est-ce qui prouve que ce sont des VDP? C'est de ça qu'il s'agit. Il faut faire d'abord une analyse de la balistique. Parce que, est-ce qu'il y avait vraiment des VDP là-bas? Ça, c'est une question. Est-ce qu'ils sont sûrs qu'on a implanté des VDP là-bas? Si c'est des cellules locales aussi, est-ce qu'ils ont des preuves? C'est trop facile pour l'ennemi de venir agir pour essayer de vous mettre en porte-à-faux. C'est très facile, c'est une tactique aussi, ça existe. L'ennemi lui-même vient, il fait l'exaction et on crée automatiquement donc, cette flamme pour dire que voilà, ce sont les FDS. Combien de fois nos frères d'armes ont été attaqués par des gens, ce qu'on appelle la perfidie? Ils viennent en tenue, correctement habillés comme des FDS, et ils font les exactions, ils repartent. On dit que c'est des FDS. Et souvent même les FDS, donc de responsables de la zone, sont surpris. Qui a fait ça? Donc plusieurs fois, les convois même sont tombés dans des embuscades, des attaques ont eu lieu par confusion. Ils patrouillent, ils voient des gens en tenue, dans le même accotement avec le même type de véhicule, et subitement ils ouvrent le feu. Donc on appelle ça de la perfidie. C'est des choses qui existent aussi. Donc il faut que les gens arrivent à faire le distinguo pour ne pas laisser l'ennemi nous mettre en porte-à-faux les uns contre les autres. Monsieur le Président, on va aussi parler de la communication de votre gouvernement. Elle est jugée en tout cas trop fermée par bon nombre d'observateurs et une bonne partie de la presse crie également aux musulmans avec une difficulté d'accès à certaines sources des informations. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Ce n'est pas du musellement, mais c'est comme je le disais, ce sont des phases de nos opérations. Nous sommes dans une phase de collecte de renseignements et d'opérations aéroterrestres d'opportunité. Et les opérations militaires, malgré le fait qu'on ne veut pas communiquer, vous avez dû remarquer que certaines personnes sur les réseaux sociaux arrivent toujours à avoir l'information. Parce que les populations locales sur place là-bas arrivent toujours à les passer le message comme quoi il y a une opération dans notre zone. C'est bien, c'est une fierté pour ces populations-là de sentir l'armée agir dans leur zone, mais en réalité ça expose nos opérations. Il se peut qu'on agisse dans une zone, mais en réalité l'effet majeur n'est pas là-bas. Nous cherchons l'effet majeur ailleurs. Donc pour peu qu'on laisse la presse s'enquérir de ça et que l'autre déploiement aussi, si ça fuite, l'ennemi pourrait donc esquiver l'action principale. Donc voilà pourquoi jusque-là, les opérations ponctuelles, ce que je dis, que nous faisons sur les opérations, sur des cibles d'opportunité, nous ne communiquons pas. Mais ils peuvent être rassurés, je le disais la dernière fois,
les déploiements qui sont en cours, lorsque les vraies opérations, on va introduire la guerre, vous serez invités et on aura besoin de journalistes de guerre pour nous accompagner sur le terrain et pouvoir relater correctement cette guerre. Alors, bon nombre se sont offusqués lors de l'audience que le Premier ministre a accordée au Conseil supérieur de la communication, où il a été fait cas d'être, entre guillemets, plus regardant sur les émissions débat. Alors, est-ce qu'il faut s'inquiéter par rapport à la liberté d'expression et de presse qui ont été chèrement acquises depuis des lustres? Nous n'avons pas l'intention de retirer cette liberté de presse, mais seulement il faut savoir qu'on est en guerre. Et aussi, c'est vrai, on ne demande pas, tout le monde n'est pas forcément obligé d'accompagner. Mais si vous êtes burkinabé, il y a aussi des comportements, il y a des propos à ne pas tenir. Voilà. C'est vrai, tout le monde ne peut pas être content, mais vous reconnaissez avec moi qu'il y a ces sujets et de ces débats sur les plateaux, quand même, qui laissent à désirer. Et donc, c'est de ça peut-être qu'il parle, mais pas tous les débats. Il y a des très bons débats. Et il faut que les gens prennent l'exemple sur certains pays en guerre. Je le disais, la presse a un rôle très important. Vous devez avoir cette technique de communiquer pour galvaniser le soldat, le combattant qui est sur le terrain. Et je sais que vous savez le faire. Donc même sur les plateaux télé, il faut avoir cette technique pour motiver le combattant, parce que c'est lui qui risque sa vie pour la patrie. Il n'y a pas de raison de parler et de le décourager. Donc j'invite les gens, ceux qui sont invités, quand on veut parler, il faut réfléchir. Est-ce que c'est bien pour ma patrie ou c'est pas bien pour ma patrie? Voilà. Monsieur le Président, c'est une question d'interprétation, parce que quelquefois les journalistes qui critiquent pensent bien faire en vous disant là où ça ne marche pas, pour que vous vous ressaisissiez et pour que vous corrigiez ce qui ne marche pas bien. Et si vous prenez ça en mal, ça peut faire une incompréhension entre vous et nous. D'accord, on n'a pas pris en mal. D'abord, il faut faire le distinguo, on n'a pas pris ça en mal. Seulement, d'ailleurs, on va créer un centre d'appel, sûrement la semaine prochaine, ça sera opérationnel. On souhaite que lorsque ça ne va pas, c'est la même chose que certains lanceurs d'alerte et tout, on n'a pas dit que c'est mauvais. On souhaite savoir où ça ne va pas pour corriger, parce qu'on n'a pas les radars braqués un peu partout. Mais qu'on ait un canal pour le faire, voilà pourquoi on veut mettre en place un centre d'appel, ça pourra se faire par ce canal. Mais lorsque c'est fait sur un plateau télé, certaines choses, on ternit l'image du pays, on donne de l'information à l'ennemi, parce que l'ennemi n'est pas seulement le terroriste il est encouragé, sa racine est beaucoup plus profonde. Donc sur des plateaux télé, ça porte très loin. Et à travers ça, vous donnez des informations stratégiques à des individus qui ne sont forcément même pas à côté ici, pour pouvoir changer le terme de la lutte. Vous comprenez? Si aujourd'hui ils quittent l'aspect confrontation, ils s'attaquent aux populations innocentes, c'est une stratégie, ils ont changé de stratégie, de morale. Mais c'est à travers la communication qu'on donne l'occasion à ces individus cachés là pour changer de stratégie sur le terrain, à ces forces obscures. Voilà pourquoi on dit qu'il y a un canal pour dénoncer, pour vraiment rappeler à l'ordre. On va le mettre en place, mais sur des plateaux télé, vous donnez des échos très loin. Beaucoup de nos chaînes sont suivies depuis très très loin. Monsieur le Président, ce qui a créé davantage de distance entre vous et certains journalistes, certains confrères, la presse, c'est que dans certaines interventions, vous avez séparé les Burkinabés entre les patriotes et puis certains qui seraient apatrides. Il y a des journalistes qui se sentent concernés parce qu'ils ont porté une critique une fois en passant à votre pouvoir. Est-ce que vous n'allez pas un peu trop loin? D'abord, je ne savais pas qu'il y avait de la distance. Merci de m'informer. Moi, je ne suis pas distant. Donc, j'ai peut-être l'habitude d'avoir un franc-parler. Je dis ce que je pense, mais je ne garde pas rancune. J'ai même oublié que j'ai parlé du mot apatride. C'est compris, je ne traiterai pas d'apatride, mais ce n'est pas aux journalistes que je m'adressais. Vous n'avez pas cité de nom? Non. J'ai dit, il y a beaucoup de gens sur les réseaux sociaux ou bien peut-être dans la presse qui ont des comportements apatrides, qui ont des comportements tendant à ne pas aimer la patrie. Lorsqu'on voit que ce qui est mauvais et jamais ce qui est bien, pourquoi? Il y en a qui ne voient que l'obscurité, ils ne voient jamais la lumière. Pourquoi? Est-ce qu'ils aiment vraiment ce peuple? En quoi est-ce qu'ils contribuent? C'est de ça qu'il s'agit.
Sinon, je n'ai pas un problème particulier avec le monde journalistique ou quoi que ce soit. Mais bon, la parole a été dite en gros. Il y a beaucoup d'acteurs sur les réseaux qui ne sont pas forcément des journalistes. Monsieur le Président, les débats entre burkinabés tournent de plus en plus autour des questions religieuses et ethniques. On en a un peu parlé tout à l'heure. Est-ce que nous ne sommes pas assis sur une poudrière, d'autant plus que parfois on a le sentiment que rien n'est fait ou rien n'est dit au niveau gouvernemental pour clarifier, sinon désamorcer certaines tensions? Et pourtant, ce n'est pas une poudrière, mais rien n'est dit, rien n'est fait, non? Je pense que la dernière fois, nous avons rencontré certaines communautés religieuses ici. Et nous rencontrons aussi des communautés ethniques. Il faut dire que la question religieuse, c'est comme je disais tout de suite, il y a des gens qui s'intéressent uniquement à ce qu'ils veulent. Sinon, la question n'existe pas. Le Burkina est un État laïque. Et toutes les religions s'acceptent ici. Que ce soit depuis les leaders religieux, vous allez les voir toujours ensemble et le brassage est parfait. Et nous passons donc le message chaque fois à ces leaders de prêcher au niveau donc des plus jeunes l'acceptation d'autrui. Et je pense que la question n'existe pas. Voilà. Aujourd'hui, vous trouverez donc des représentants d'une communauté aller donc chez d'autres communautés, faire la même prière pour le peuple. Et il ne faut pas donc s'attarder sur certains débats qui ne nous avancent pas surtout. Mais la question religieuse, on communique, on sensibilise et je pense que les prêches, que ce soit dans les églises, dans les mosquées, voilà, même chez les traditionnels, voilà, les gens prêchent l'union et pour que la question religieuse que les gens veulent insinuer ne puisse jamais surgir. Voilà. La question ethnique, je ne sais pas s'il faut en parler. Je pense que ça aussi c'est de la manipulation, parce qu'il n'y a pas de question ethnique. Personne n'est contre une ethnie. C'est des spéculations. Et vous aurez dû remarquer, l'armée est déployée partout. On ne déploie pas en fonction de telle ethnie dans tel village ou telle ethnie. On est déployé partout. Et nos actions actuellement, que ce soit les escortes des vivres ou des actions offensives, on les fait au profit de tout le monde. Donc il n'y a pas de distinction. C'est malheureux de voir des gens faire la victime et trouver qu'on fait des exactions contre certaines communautés ou je ne sais pas quoi dire. Mais je trouve que ces gens ne font même pas du bien à ces communautés-là. Ils ne sont pas utiles à ces communautés parce que une question me tourne souvent l'esprit. Qu'est-ce qu'ils ont fait même pour ces communautés, ces individus-là? Ont-ils aidé ces communautés quand ils étaient dans la difficulté? Parce que ces communautés, moi je me dis qu'il y a des communautés qui sont révoltées. Et ce n'est pas une ethnie. Qui sont révoltées parce qu'ils ont été délaissés. Et je pense qu'à un moment donné, il faut aussi arrêter. Aujourd'hui, nous avons compris qu'ils ont été frustrés, ils ont été révoltés à cause d'une situation. Aujourd'hui, la communauté dont on parle, la communauté Peul, il faut le dire, que les gens trouvent qu'il y a de la stigmatisation, il y a ci, il y a ça. C'est la communauté qui souffre le plus. Les terroristes prennent tout leur bétail, ils sont dans les camps de réfugiés. On se demande même comment ils font pour se soigner quand ils sont malades, parce qu'ils sont occupés, ceux qui sont dans ces zones sont obligés d'y rester et se soumettre aux lois de ces terroristes-là. Et ceux qui ne peuvent pas se déplacent. Ils sont là, comment ils se débrouillent? Nous faisons l'effort d'envoyer de la nourriture où on peut, quand on peut, sans distinction. Mais l'idée, c'est d'aider vraiment ces communautés à retrouver leur vie. Donc ceux qui sont peut-être à l'arrière, qui parlent de ça, moi je vais les demander peut-être qu'est-ce qu'ils ont fait pour ces communautés. C'est la question qu'il faut se poser avant de commencer à écouter cette question de stigmatisation-là. À côté de la grande question de la sécurité, il y a l'autre grande question de l'humanitaire. Et quand vous êtes arrivé au pouvoir, les Burkinabés ont senti tout de suite une accélération dans les ravitaillements des localités sous blocus terroriste. Et puis, 3 mois après, c'est comme s'il y a une décélération. Vous avez baissé le rythme des escortes, des ravitaillements. Quand on prend Solé dans le Lorum, quand on prend Arbinda dans le Soum, quand on prend Silmagué dans le Namentenga, ces populations nous approchent pour demander des vivres, pour vous interpeller. Qu'est-ce qui coince? Ok.
il n'y a pas eu de décélération à notre niveau. Quand vous parlez de Soleil, je pense que Soleil a été ravitaillé la semaine passée. Je pense que c'est la première fois qu'un ravitaillement terrestre arrive depuis quelques années, hein, au prix d'énormes sacrifices. Il faut saluer la bravoure de ces hommes qui ont été engagés. Voilà, des dizaines et des dizaines d'IED qui ont été détruits. Au moins, c'est une base où ils ont rencontré sur la progression un contact quand même qui les a fait dormir dans la brousse pendant des jours à cause des dégâts matériels qu'on a connus. C'est des choses qui ne se disent pas, mais les hommes se battent et partent au prix de leur vie vers là où ils doivent aller. Parce que pour moi, il ne s'agissait pas d'amener quelques tonnes avec un hélicoptère. Il fallait aller par la route, ravitailler sérieusement ces zones et les hommes ont relevé le défi. Et Dieu seul sait quels sont les obstacles qu'ils ont croisés en route, mais ce sont des exemples que je vous donne. Arbinda, ça a été ravitaillé il y a peut-être 1 mois et demi de cela, mais il faut reconnaître qu'il y a une population immense à Arbinda, donc ça n'a pas suffi. Et c'est en cours, de même que certaines autres localités, Djibo ou autres. Il faut dire que la difficulté actuellement, c'est les camions. Voilà, les camions pour pouvoir ravitailler. Et on avait même, j'ai vu l'état-major qui a communiqué pour qu'on puisse louer à frais social ou ceux qui peuvent donner, qu'ils puissent donner. Mais jusque-là, il n'y a pas eu de manifestation en tant que telle. Parce que plus les prix sont élevés, moins on peut louer. Donc, à l'instant où je parle, on est en train de chercher à louer. Voilà. Certains aussi sont réticents pour donner leur camion à cause de l'insécurité. Mais bon, je pense que c'est le sacrifice à faire. Donc, je vais interpeller donc, ceux qui en possèdent de faire le sacrifice. Et ensemble, on peut quand même essayer de relever ce défi-là. Le temps qu'on puisse remettre en bon état nos routes. En tout cas, nous, on fait le maximum pour assurer la sécurité de ces camions actuellement pour y arriver et revenir. Vous avez parlé de la grande population de Arbinda. C'est là que des femmes ont été enlevées. Vous les avez retrouvées, vous les avez sécurisées, mais il y a beaucoup de non-dits autour de cette affaire. Quelle est la vérité, Monsieur le Président? La vérité. Cette affaire, c'est comme je dis, d'abord, je pense que le ministre de la Communication a eu à parler sur ça, les circonstances, comment on l'a appris, comment on a eu tous les détails. Je pense qu'il a parlé sur ça. Et je pense que ça doit nous interpeller. Chacun doit pouvoir réfléchir et comprendre un peu le jeu. Les femmes ont été retrouvées. Elles sont actuellement dans un centre pour d'abord prendre soin d'elles psychologiquement, les remettre vraiment en bon état de santé, psychologique et physique. Et dans le même temps, il y a des cellules prévotales qui sont là-bas pour les interroger. Donc c'est en cours. À travers donc tout ce qu'elles pourront nous dire, on va rétablir la vraie vérité. Mais une chose est sûre, c'est qu'il y a quand même un flou autour de la question. Voilà. Mais je ne saurais vous dire exactement ici. Mais les femmes sont en train de... Les langues se délient un peu. On en saura plus. Monsieur le Président, il y a quelques semaines, la ministre de l'Action humanitaire informait l'opinion nationale de certaines difficultés avec des ONG pour les ravitaillements des zones en difficulté, notamment le PAM, pour ne pas le citer. Qu'est-ce qui explique cela et où est-ce qu'on en est avec ce dossier? Vous l'avez déjà cité. Hein? Donc, bon, il y a beaucoup d'ONG qui agissent sur le sol burkinabé. On est en train actuellement de faire l'inventaire et de voir les missions de chacun parce qu'il y en a trop, beaucoup trop, que ça peut même nous causer des problèmes. Ce n'est pas seulement ce problème de ravitaillement. Avec le PAM, je pense que Madame la ministre a été assez claire, assez explicite. C'est bien. Si on peut nous aider à ravitailler nos populations, c'est bien. C'est même très bien. Qui ne veut pas ça? C'est ce que nous souhaitons. Mais nous souhaitons que ce qui part là-bas, qu'on ait un œil dessus. Qu'est-ce qui part, qu'est-ce qui est dans les sacs, qu'est-ce qui est servi aux populations, où ça part. Mais bon, à un moment donné, on ne se comprenait pas parce qu'ils ne souhaitaient pas qu'on puisse suivre, qu'on puisse être dedans et qu'on n'ait pas un contrôle. Donc c'est là qu'était le blocus. Et en temps aussi, il y avait les questions de frais. Bon,
que nous ne pouvons pas éventuellement supporter. Mais je pense qu'il y a eu plusieurs réunions, il y a eu un protocole qui a été établi et qui a permis donc d'asseoir une procédure pour que nous puissions suivre. Donc si on ne peut pas suivre, on est obligé de faire clouer les hélicoptères. Si on ne sait pas où ça part, qu'est-ce qui est dedans, on est obligé de faire clouer. Excellence, on va aussi parler coopération internationale. Alors, on sait que plusieurs de vos soutiens, en tout cas, ont réclamé à corps et à cri la diversification de nos partenariats, notamment en matière sécuritaire. Et on sait également que pas mal de ces soutiens ont aussi demandé le